Bonjour, mon nom est Mathieu Côté. Je suis otorhinolaryngologiste chargé de l'enseignement clinique à l'Université Laval depuis 2007. J'ai fait ma surspécialité à Toulouse, en France, en 2008, en otologie et en neuro-otologie et en implants auditifs. Je travaille maintenant au Centre d'expertise en implants cochléaires à l'Hôtel-Dieu de Québec depuis maintenant 2 ans. Le but de cette capsule web, c'est de vous renseigner sur l'audition et ses changements dans le contexte du vieillissement. Tout d'abord, quelques mots sur la physiologie et l'anatomie du système auditif normal. Vous pouvez constater ici qu'on vous présente ici un schéma qui est tiré du Netter, qui est un livre d'anatomie bien réputé, qui permet de voir le système auditif complet dans la cochlée. Donc, on voit en haut, au niveau de la capsule otique, la cochlée et le vestibule en postérieur. Également, on peut voir que le son est transmis au niveau du conduit auditif externe, va être capté par le tympan, la chaîne ossiculaire, pour éventuellement être transmis au niveau des liquides de l'oreille interne. Le deuxième dessin en inférieur, on peut constater finalement par une couple coronale de la cochlée, la rampe vestibulaire en supérieur, la rampe tympanique en inférieur et au milieu le canal cochléaire au sein duquel il y a l'organe de Corti. L'organe de Corti permet de décoder les vibrations des liquides et les transmettre en influx nerveux qui seront transmis éventuellement vers le cerveau via le nerf auditif. Au niveau de l'organe de Corti, il y a plusieurs cellules ciliées qui sont les cellules neurosensorielles. Le premier type, ce sont les cellules ciliées externes. Il y en a 3 rangées de cellules ciliées externes et elles s'occupent du pré-traitement et de l'amplification mécanique avec une sélectivité fréquentielle. Vont faire donc un certain filtrage et compression du signal pour éventuellement optimiser le signal qui sera capté par les cellules ciliées internes. Les cellules ciliées internes sont le deuxième type. Il y en a seulement une seule rangée et ils seront le véritable organe de décodage et de transduction du signal mécanique en signal électrique. Ensuite, ce signal électrique-là est transmis via le ganglion spiral et le nerf cochléaire vers les centres auditifs centraux. Il y a le concept ici de zone morte cochléaire, c'est-à-dire que s'il y a une dégénérescence importante d'une population ciliée sur une grande superficie dans la cochlée, on parlera de véritable zone morte cochléaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'amplifier le son à ce niveau, même avec un appareil auditif. Maintenant, parlons de la presbyacousie. Il s'agit du vieillissement normal du système auditif, mais qui va devenir pathologique lorsqu'il y a des problèmes dans le fonctionnement de la personne. Schoutneck, il y a plusieurs années, a séparé les presbyacousies en 4 types. Il a fait ça avec des études histopathologiques. Alors, le premier type est le type sensoriel, qui est le plus fréquent. Il s'agit d'une atrophie de l'organe de Corti, tel que décrit précédemment, avec atteinte principalement des cellules ciliées externes, mais parfois aussi des cellules ciliées internes. En histopathologie, on va remarquer qu'il y a accumulation de l'hypofuscine, c'est-à-dire un pigment qui dénote une dégénérescence du système nerveux à ce niveau. En clinique, on va noter une perte dans les hautes fréquences, surtout on appelle en pente de ski. Parce que dans un test d'audition, sur un audiogramme, les basses fréquences sont à notre gauche et les hautes fréquences à droite. Donc, comme il s'agit d'une baisse principalement dans les hautes fréquences, il y aura une courbe en descendant comme ça. Et c'est vraiment le type de presbyacousie le plus fréquent. Le deuxième type est le type neural. Il y a une perte des cellules du ganglion spiral, donc une véritable atteinte du nerf auditif. Et comme le nerf auditif a un rôle à jouer dans le décodage et dans l'interprétation du signal, ça va se répercuter par surtout une atteinte au niveau de la discrimination des mots, c'est-à-dire dans le décodage des mots. L'audition en soi des sons purs ne sera pas trop mauvaise, mais au niveau du décodage, il va y avoir une grosse atteinte. C'est beaucoup plus difficile à appareiller parce que même si on amplifie le signal, la compréhension est très difficile à obtenir. Le troisième type est le type métabolique. Il s'agit d'une atteinte au niveau de la strie vasculaire
qui est l'organe qui s'occupe de l'homéostasie dans la cochlée. Alors, on remarquera une perte auditive dans toutes les fréquences, donc une courbe qui est plutôt plate. C'est beaucoup plus rare cependant. Il y a souvent une atteinte avec des antécédents familiaux et ça peut se produire dans les mêmes 4e et 5e décades, donc beaucoup plus précoce. La dernière atteinte est l'atteinte conductive de l'oreille interne par rigidité de la membrane basilaire. Ça causera une surdité un peu moins typique qui va toucher surtout les basses fréquences, mais c'est beaucoup plus rare. Quelques statistiques démographiques. La presbyacousie touche presque toute la population, mais on parle d'environ 65 de la population de 70 ans et plus et 80 de la population en haut de 80 ans. On voit ici un audiogramme type moyen avec toutes les fréquences qui sont représentées, puis c'est représenté selon l'âge. Donc, vous pouvez voir à l'extrême droite les groupes d'âge, puis la courbe que ça donne en moyenne. Au niveau de 0 à 20 ans, l'audition est tout à fait normale, mais déjà, on remarque de la quarantaine, la cinquantaine, l'audition commence à diminuer et touche principalement les hautes fréquences là, telles que stipulées précédemment. Il ne faut pas oublier, là, on voit les seuils tonaux, des sons purs, mais il ne faut pas oublier que le vieillissement auditif s'intègre dans un processus plus large du vieillissement biologique qui va toucher, oui, à la fois l'organe sensoriel périphérique, mais aussi le système auditif central et les capacités cognitives. Donc, tout ça vient augmenter le symptôme. Maintenant, quelques mots sur la presbyacousie devenue pathologique. Il faut savoir que la presbyacousie, c'est la première cause de surdité chez l'humain, bien avant tous les autres types de surdité. Il y a des prédispositions génétiques, bien sûr, mais il y a aussi une partie qui est environnementale. Par exemple, l'exposition au bruit, les maladies otologiques sous-jacentes, les fumeurs, la diète et toutes les maladies vasculaires vont créer une presbyacousie un peu plus précoce normalement. Pourquoi? On sait que l'organe auditif, la cochlée, est vascularisé par une seule artère, donc c'est une vascularisation terminale. Donc là, lorsqu'il y a une ischémie, il n'y a pas de collatéral, ce qui fait que rapidement, il peut y avoir des dommages causés par les troubles vasculaires. C'est une maladie qui est lentement évolutive et symétrique, la presbyacousie, et touche surtout les fréquences aiguës, comme on a démontré précédemment. Comme symptôme, on est souvent en présence d'acouphènes également. En général, les acouphènes, cependant, ne seront pas invalidants. Pour les professionnels de la santé, il y a plusieurs façons de dépister la presbyacousie. On peut commencer par évaluer le fonctionnement du patient. Par exemple, s'il y a un trouble auditif dans la conversation, dans le bruit, souvent la presbyacousie va commencer comme ça, parce que les bruits environnants viennent polluer son signal auditif et fait que ça commence, le symptôme va commencer de cette façon-là. Le fonctionnement au téléphone, par exemple, difficulté avec des personnes qui ne sont pas familières à l'entourage, le fait d'utiliser la télévision à un volume plus élevé. Aussi, le patient va avoir tendance à critiquer les autres en disant qu'ils marmonnent, qu'ils ne parlent pas assez fort, surtout les jeunes, maintenant de nos jours, ils ne parlent pas fort. Donc ça, souvent, c'est un signe d'une perte dans les hautes fréquences. En clinique, on peut utiliser les diapasons. Le test de Rhin, de Weber et de Schwabach permettra de déterminer s'il y a une surdité de conduction, c'est-à-dire un bouchon de cérumen tout simplement, ou une otite séreuse qui peut facilement être résolue, versus une surdité neurosensorielle réelle de type presbyacousie symétrique. Aussi, on peut parler aux patients en cachant nos lèvres, voir si ses performances diminuent de façon significative. Il y a aussi le test du chuchotement dont on entend parler souvent. Ce test-là, par contre, n'a pas du tout été standardisé. Mais une façon pratique de le faire, ce serait en mettant le bras devant nous, se plaçant derrière le patient, donc à une distance d'un bras. On obstrue le conduit auditif au niveau du tragus, puis on va chuchoter des lettres et des chiffres, environ 6 lettres et chiffres. On peut le répéter une fois si c'est nécessaire. Et si le patient est capable de répéter au moins 3 sur 6 des lettres et des chiffres, on peut penser que l'audition est quand même assez bonne. Mais ça reste très subjectif. Le meilleur test est bien sûr l'audiogramme, qui est le test standard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour que les personnes âgées soient éligibles au programme d'aide, des aides techniques et des prothèses auditives de la Régie d'assurance maladie du Québec, alors il faut que l'audiogramme soit fait par un audiologiste. Et ça, c'est pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Donc, c'est important de diriger directement vers un audiologiste dans ces cas-là.
La presbyacousie, malheureusement, il n'y a pas de traitement médical, mais il y a des choses qu'on peut faire pour éviter l'évolution et pour réhabiliter ce problème. Bien sûr, traiter toutes les maladies vasculaires qui pourraient nous aider à éviter qu'il y ait une baisse plus rapide de l'audition. On peut enseigner la lecture labiale parce que ça va donner une aide supplémentaire à la personne âgée pour comprendre une personne lorsqu'elle peut voir les lèvres. On va éduquer également l'entourage, c'est-à-dire que lorsqu'on est conscient qu'une personne n'entend pas bien, il faut faire attention, parler une personne à la fois. Il faut également s'assurer que la personne puisse bien voir nos lèvres et bien articuler, bien entendu. Ensuite, bien, il y a le programme de prothèse auditive de la Régie d'assurance maladie du Québec. Donc, on connaît bien les prothèses auditives. Lorsque c'est nécessaire, il ne faut pas hésiter de les recommander. Il y a aussi les aides techniques. Ça, c'est moins connu. Il s'agit, par exemple, d'écouteurs pour la télévision, de téléphones amplifiés. Il y a même des alarmes pour les incendies visuels, ce qui permet aux patients de garder un contact avec l'environnement. Enfin, ne pas oublier l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, ça reste une solution même pour les personnes âgées, car le pronostic est aussi bon dans les âges avancés. Donc, il ne faut pas hésiter à y penser. En terminant, quelques erreurs à éviter chez le professionnel de la santé. Il faut éviter de croire que la surdité chez la personne âgée et son isolement sont normales. Oui, c'est normal d'avoir une certaine baisse auditive, mais ça ne devrait pas engendrer un isolement social. À ce moment-là, c'est devenu pathologique. Il vaut mieux réhabiliter la surdité. Il faut éviter de croire également que l'investissement dans une prothèse auditive n'en vaut pas le coup versus les années à vivre, parce qu'il ne faut pas négliger et sous-estimer le rôle social qu'ont les personnes âgées dans notre société. Et pour être actif dans la société, il faut bien entendre. Enfin, ne pas oublier également que l'audiogramme doit être fait avec un audiologiste pour les patients âgés de 65 ans et plus pour être éligible au programme de la RAMQ. Il ne faut pas oublier l'existence des aides techniques. Parfois, il suffit d'un écouteur pour la télévision et ça va satisfaire le patient. Et enfin, de référer au centre d'expertise en implants cochléaires. Donc, dans le moindre doute, si les prothèses auditives ne sont plus efficaces, il va nous faire plaisir ici à Québec, au centre d'expertise, d'évaluer le patient et éventuellement de recommander un implant cochléaire s'il s'avère que c'est la solution. Enfin, je vous laisse avec quelques ressources utiles pour les professionnels de la santé. Il y a le site de la RAMQ pour voir les critères d'éligibilité pour les aides auditives et enfin, le site web du Centre d'expertise en implants cochléaires. Je vous remercie de votre attention.